On distingue les centres de rétention administrative, CRA, on dit communément CRA, et les locaux de rétention administrative, LRA. Un CRA, c'est un lieu de privation de liberté qui ne dépend pas de l'administration pénitentiaire et où sont maintenus les étrangers, en principe, le temps strictement nécessaire à l'administration pour mettre en œuvre les formalités d'éloignement. Par exemple, tout simplement trouver un moyen de transport et bien sûr obtenir un laissez-passer des autorités consulaires à chaque fois que c'est nécessaire. Un CRA doit satisfaire à des normes minimales de conditions de rétention, comme par exemple l'espace par personne retenue, la disposition des couchages ou encore l'état des sanitaires. On dénombre au total 26 centres de rétention, dont 22 dans l'Hexagone et 4 outre-mer, à la Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Les plus récents de ces centres ont été construits sur un mode quasi carcéral. C'est le cas notamment du second CRA de Lyon-Saint-Exupéry et du CRA d'Olivet près d'Orléans. La contrôleur générale des lieux de privation de liberté utilise d'ailleurs le terme de carcéralisation pour définir, pour caractériser ces conditions. Il faut ajouter que pour obtenir un total annoncé de 3000 places de CRA d'ici à 2027, plusieurs projets de création de centres ont été annoncés à Aix-en-Provence, à Béziers, à Bordeaux-Mérignac, à Dijon, à Dunkerque, à Goussainville, à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où il y a déjà 2 centres au Milamno et un troisième est prévu également, à Mayotte, donc un second, à Nantes, et puis, pour terminer, à Rouen. Si le second CRA de Lyon, qui se caractérise selon le rapport déjà cité, non, pardon, selon un autre rapport, c'est un rapport non pas de la contrôleur, mais c'est un rapport qui a été publié au JO le 22 juin 2023, qui parle d'atteintes particulièrement graves aux droits des personnes retenues et qui se caractérise aussi par la mise en danger de l'intégrité physique et psychique des personnes. Bien, si ce second CRA de Lyon devait servir de modèle à la conception des nouveaux centres, il sera à craindre que ces atteintes et cette mise en danger se généralise. Les locaux, cette fois-ci, les locaux de rétention administrative, les LRA, eux, peuvent être créés par simple arrêté préfectoral, de façon permanente ou temporaire, s'il n'existe pas de CRA à proximité du lieu d'arrestation de la personne. La loi prévoit en effet la possibilité, en principe résiduel, de créer un LRA en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, faisant obstacle à un placement en CRA. Nous observons cependant des formes de détournement de la loi avec la création de LRA permanents à proximité d'un CRA, c'est le cas à Nice, voire même à l'intérieur d'un CRA, c'est le cas à Marseille. Nos associations n'ont pas de visibilité complète sur les créations de LRA et encore moins sur les placements. Le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité répondre à notre demande de précision à ce sujet. Mais le rapport général de la Commission des finances du Sénat, déposé dans le cadre du projet de loi de finances 2024, dénombre 28 LRA en métropole, ça représente 135 places, et 35 outre-mer. Pour les CRA comme pour les LRA, la légalité du placement, puis la légalité du maintien en rétention, mais aussi des conditions de la rétention, cette légalité est placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, le JLD, qui est garant des libertés individuelles. Or, selon les lieux, il est observé de grandes disparités dans les conditions de rétention qui peuvent se trouver dégradées par des situations de promiscuité, de manque d'intimité ou par une prise en charge sanitaire insuffisante. Dans ce contexte, de nombreuses situations témoignent de ce que l'administration ne prend pas toujours en compte l'état de vulnérabilité ou de handicap éventuel des personnes au moment de décider de leur placement en rétention. Si notre rapport porte sur l'année 2023, il n'est pas possible de passer sous silence la réforme intervenue par la publication de la loi du 26 janvier 2024, qui introduit des dispositions encore plus répressives, qui conduisent trop souvent l'administration à procéder à des placements en rétention dépourvus d'un discernement suffisant, notamment dans l'examen de la vie privée et familiale des personnes, par exemple des parents ou conjoints de Français, des personnes sous tutelle, des personnes psychologiquement fragiles ou atteintes de pathologies psychiatriques. Cette loi du 26 janvier 2024 prévoit entre autres le recul du contrôle du juge judiciaire 4 jours après le placement en rétention, au lieu de 2 jours auparavant. Ça permet à l'administration de procéder à des éloignements avant que le juge n'intervienne. Et le juge intervient pour vérifier la régularité de la procédure. Ça peut être le contrôle d'identité, les conditions d'interpellation, les conditions d'une retenue administrative, les conditions de garde à vue. Le juge s'assure également du respect des droits des personnes. Deuxième chose prévue par cette loi, c'est l'élargissement des motifs de placement et des motifs de prolongation de la rétention en mettant l'ordre public au cœur de la décision, alors que c'est la réalité des perspectives d'éloignement qui devrait primer, puisque c'est
la finalité de la rétention. Hein, la finalité de la rétention, c'est de s'assurer de, de, de l'effectivité de l'éloignement, et en dehors de cette effectivité, l'enfermement n'est pas fondé. Sur ce point, le détournement de la finalité du placement en rétention sur la base de l'existence d'une menace ou d'un trouble à l'ordre public, des notions qui restent juridiquement imprécises, était la thématique déjà l'an passé de notre rapport 2022, et je vous y renvoie. Troisième élément, la suppression, toujours dans la loi, la suppression de protection contre l'éloignement de personnes qui disposent de liens familiaux intenses et anciens en France. Et puis enfin, la possibilité étendue de placement en rétention de certains demandeurs d'asile. Voilà, quatre points de la loi du 26 janvier qui nous inquiètent particulièrement. Je m'en tiens là pour cette introduction, et sans plus attendre, je passe la parole à Justine Girard qui va nous dresser la rétrospective de 40 ans de rétention en France. Je vous remercie. Merci Jean-François. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais évoquer les 40 ans de la rétention administrative, puisque la rétention a été créée en 1984. Euh, et, euh, Désolée, c'est le temps que tout se cale bien. Tout a commencé en 1975, et notamment en avril 1975, lorsqu'un avocat dénonce lors d'une conférence de presse l'existence du hangar d'Arenc à Marseille, où on enferme depuis, où l'administration enferme depuis plusieurs années des ressortissants principalement maghrébins pour les expulser. Ceci en dehors de tout cadre légal, puisque la rétention administrative n'existait pas. Donc ces personnes étaient enfermées dans des conditions totalement insalubres, en toute illégalité dans ce hangar. Et un avocat dénonce ça en 1975. Ça fait un scandale. Le hangar ferme, mais cela amène en 1981 à une loi qui légalise la rétention administrative, et en 1984 à la création des premiers CRA, donc centres de rétention administrative, sur le territoire français. Entre 1981 et 1984, les personnes étaient plutôt placées dans les cellules de commissariat dans le cadre de la rétention administrative en vue de leur expulsion du territoire français. Je vais revenir ici sur les évolutions majeures qu'on peut observer depuis 40 ans. Je ne vais pas pouvoir être exhaustive, sinon on pourrait y passer des heures. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir plus de précision dans le rapport rétention, justement aux pages 26 et 27, puisqu'on a apporté plus d'éléments dans ces pages-là. La première évolution majeure qu'on peut noter est le fait qu'il y ait de plus en plus de lieux de privation de liberté, de plus en plus de CRA et donc de LRA, avec clairement une volonté politique d'enfermer et de tout faire pour expulser, et de plus en plus au fur et à mesure des années. Donc en 2023, on note 24 centres de rétention administrative, donc 24 CRA, sachant que le compte est un peu différent pour le ministère de l'Intérieur, car lui compte deux entités administratives, par exemple au Mesnil-Amelot ou à Paris-Vincennes. Voilà, donc le compte peut être un peu différent. Et vous voyez, je vous ai remis les cartes que vous retrouverez aussi dans le rapport, donc vous verrez un petit peu mieux, mais en tout cas, c'était pour vous représenter un peu l'ensemble des CRA et LRA sur le territoire, en sachant que donc les LRA, Jean-François en a parlé en introduction, je ne vais pas revenir dessus, juste apporter une petite précision, c'est que l'aide juridique dans les LRA n'est pas une obligation, ce qui est le cas pour les CRA, mais pour les LRA, ce n'est pas une obligation, ça reste une possibilité dans la loi. Et donc, en parallèle de l'augmentation du nombre de lieux d'enfermement, on a une évolution du nombre de places en rétention administrative, en CRA. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, que vous retrouverez aussi dans le rapport, avec voilà,
des annonces de M. Darmanin à 3000 places d'ici 2027 en rétention administrative, sachant que, comme l'a dit Jean-François, certains CRA sont en construction, d'autres sont en projet ou d'autres ont été seulement annoncés par M. Darmanin. Mais voilà, il y a une volonté d'augmenter clairement ce nombre de places en CRA et en sachant également qu'il n'y a pas que des nouveaux CRA qui sont construits, il y a aussi certains CRA qui ont vu leur nombre de places augmenter. Voilà, donc c'est ce qui explique ce schéma et cette hausse au fur et à mesure des années du nombre de places. La deuxième évolution importante dont je peux vous parler, c'est le nombre de textes, de lois, de décrets, etc., qui ont été publiés en droit des étrangers depuis 1945. Donc, je vous ai mis ce schéma du monde qui me semblait intéressant puisqu'il reprend tous les textes qui ont pu être publiés en droit des étrangers depuis 1945, donc 118 textes majeurs en tout, en sachant que tous ces textes ne concernent pas la rétention administrative, mais certains, oui, et ont une conséquence directe sur le fonctionnement des CRA et sur les procédures, et d'autres ont des impacts directs sur la situation des personnes qui vont être enfermées en rétention administrative et qui vont faire l'objet de la procédure d'expulsion. Ce qui nous amène à deux conséquences principales, et notamment une complexification des procédures en rétention. Je sais que vous n'aurez pas le temps de détailler tout ce schéma, mais c'était juste pour vous représenter. Et encore, tout n'apparaît pas, mais ce schéma montre bien que la procédure est extrêmement complexe et il est extrêmement difficile de l'appréhender. Alors déjà pour nous, et encore plus pour les personnes qui sont enfermées en CRA et qui font l'objet de toute cette procédure. Ça, c'est une des conséquences importantes de tous les textes qui ont été publiés en droit des étrangers et qui ont un impact sur la rétention administrative. Et une autre conséquence importante est l'évolution de la durée maximale en rétention administrative, puisque en 1980, quand la rétention a été créée, il s'agissait d'une durée maximale de 7 jours. Et la durée a été augmentée petit à petit au fur et à mesure des années pour arriver à une durée maximale de 90 jours avec la loi de 2018, donc entrée en vigueur en 2019. Avec des conséquences notables pour les personnes enfermées, ce que vous pourrez constater dans les différents rapports, mais notamment dans le rapport cette année et puis dans les interventions qui vont suivre ensuite. Et je laisse la parole à Adrien Chim de France Terre d'Asile, qui va vous présenter les chiffres importants de l'année 2023. Merci beaucoup Justine. Pour ma part, je vais vous présenter l'analyse chiffrée de l'année 2023. Je vais être extrêmement bref sur l'outre-mer pour pas empiéter sur la parole de mes homologues de Solidarité Mayotte et de la CIMAD. Très rapidement sur l'outre-mer en 2023, on concentre la majorité des placements en France avec environ 30 000 placements en rétention, alors un peu moins, et un taux d'éloignement qui est supérieur à 80%. Ça, c'est pour l'outre-mer qui répond à des particularités très spécifiques que je vais pas développer ici pour pas empiéter sur la parole de mes collègues. Moi, je vais me concentrer principalement sur l'Hexagone qui présente une réalité complètement différente. En 2023, dans l'Hexagone, on est à environ 17 000 personnes enfermées, donc bien loin des près des 30 000 de l'outre-mer. On a un chiffre qui est en progression depuis 2020 et la pandémie qui avait marqué un net coup d'arrêt aux enfermements. Pourtant, on arrive à un chiffre qui est inférieur de beaucoup aux chiffres pré-pandémie. En 2019, on était aux alentours de 24 000 placements. Cela s'explique principalement par l'allongement de la durée moyenne de rétention. Cet allongement, il a été permis à la fois par la loi qui a prévu, la loi Collomb, qui avait prévu l'allongement de la rétention à 90 jours, mais également à un premier assouplissement
des conditions pour à la fois placer en rétention et également pour prolonger la rétention, qui avait fait passer la rétention, hein, si on prend les chiffres de 2018, on est autour, oui, 2018, on est autour de 15,5 jours. On a une légère augmentation de la durée moyenne de rétention en 2019 du fait de l'entrée en vigueur des lois Colomb qui assouplissent d'une certaine façon les conditions de rétention, de placement en rétention et de prolongation de la rétention, ce qui fait que on a le démarrage d'une augmentation hein, qui prend une journée en une seule année. Et en 2023, hein, depuis la pandémie, on a une explosion et aujourd'hui, on se retrouve avec une durée moyenne de rétention de près d'un mois. Hein, on est exactement à 28,5 jours. Ces durées de rétention font que il y a moins de places disponibles et par contre, on a une politique de l'administration aujourd'hui qui est d'enfermer toujours plus. Hein, notamment, hein, comme l'a évoqué Jean-François, la loi du 24 janvier, du 26 janvier 2024 permet d'enfermer sur la seule base d'une menace à l'ordre public, ou comme l'aime à dire l'administration aujourd'hui, on passe plutôt sur la notion de trouble à l'ordre public. Alors, trouble à l'ordre public, effectivement, cette notion est extrêmement trouble, hein, comme l'a justement pointé Jean-François auparavant, elle n'est pas définie juridiquement. Ce qui fait que son interprétation est laissée à l'administration et les juridictions traditionnellement qui sont perçues selon la vision comme les bouches de la loi et donc les simples exécutants de la loi n'aiment pas ce genre de notion trop floue puisque tout relève de leur seule appréciation et en gros de leur seule responsabilité. Un titre d'exemple, hein, la loi ne fait qu'entériner en fait des pratiques qui ont eu lieu en 2023 et qui avaient déjà pris leur tendance dans les années précédentes. On peut remarquer dans notre rapport cette année que parmi les conditions d'interpellation qui ont conduit à un placement en rétention, l'interpellation dit pour infraction, on fait un bond spectaculaire par rapport aux années précédentes, puisqu'on ne les retrouvait jamais parmi les 4 premiers motifs d'interpellation, alors que en 2023, c'est le 3e motif d'interpellation qui a conduit à un placement en rétention dans l'Hexagone. Alors attention, on va parler d'interpellation pour infraction. Il ne faut absolument pas s'imaginer qu'on parle de personnes qui auraient commis une infraction de manière avérée et qui, par voie de conséquence, auraient été placées en rétention. Ça représente une partie de la population qu'on va rencontrer. Toutefois, il y a une partie non moins négligeable et non moins importante qui sont soupçonnés d'avoir commis une infraction ou simplement qui ont été dénoncés pour une infraction sans même qu'il n'y ait eu une seule enquête ou une seule poursuite, voire en l'absence de toute condamnation par un tribunal. Donc, alors que ces personnes devraient se voir appliquer la présomption d'innocence, elles sont conduites et maintenues en rétention sur le seul motif qu'elles auraient pu commettre une infraction et que par conséquent elles présenteraient une menace à l'ordre public. Donc la loi du 26 janvier 2024 est venue entériner une pratique qui existait déjà par le passé. Et c'est un symbole parmi d'autres que la rétention aujourd'hui, mais comme il a déjà été dit par mes prédécesseurs, que la rétention devient exclusivement ou quasi exclusivement un outil répressif et sécuritaire du point de vue de l'administration. Parce que quel est le constat aujourd'hui? L'administration s'acharne à enfermer toujours plus et toujours plus longtemps. Alors même que 2023 est quand même assez marquante de ce point de vue-là, elle n'a jamais si peu éloigné depuis un centre de rétention. Il semblerait, même si les chiffres
sont pas encore totaux transmis par l'administration, que en globalité les éloignements seraient en augmentation. Ce n'est pas le cas depuis les centres de rétention. Euh, Historiquement, hein, depuis une dizaine d'années, on avait une proportion éloignement-libération de 50%, enfin à peu près équivalent pour les deux. Cette année, on est plutôt à un tiers des personnes qui sont éloignées et deux tiers de personnes non éloignées. Pour être plus exact, on est à 35,9% de personnes éloignées depuis l'Hexagone. Et si on s'intéresse aux chiffres brut, hein, hors UE, on était à 3586 en 2023 contre 3837 en 2022. Donc même en termes de chiffres bruts, on a une diminution du nombre d'éloignements. Ce qui vient démontrer que la rétention n'est pas une solution pour éloigner, et ce, malgré ce qui a été répété par l'administration depuis des années, de rapport en rapport, que la rétention était le moyen le plus efficace pour éloigner. De même, hein, la politique des 3000 places à l'horizon 2027 et de la construction des 11 nouveaux centres de rétention s'inscrit totalement dans cette idéologie de l'administration que les éloignements ne peuvent avoir lieu que depuis un centre de rétention. Pour finir très rapidement sur les éloignements, hein, il y a d'énormes problématiques dans l'usage de qui est fait de la rétention pour éloigner, puisque nous-mêmes on constate d'année en année que l'écrasante majorité des éloignements ont lieu dans les premiers jours de la rétention. Et concrètement, ce que cela signifie, c'est que si ces éloignements ont lieu au jour 1 ou au jour 2 de la rétention, c'est-à-dire que dans une écrasante majorité de ces situations, l'éloignement aurait pu se faire sans passage en rétention aucune. Puisque souvent, hein, quand on a un éloignement aussi rapide, il s'agit de ce que nous, on dénonce comme placement de confort, c'est-à-dire que des personnes sont placées dans les centres de rétention pour de simples considérations matérielles, que ce soit d'escorte ou de rapprocher de l'aéroport pour un éventuel départ. En tout cas, aujourd'hui, et même à l'image des derniers centres ouverts en France, que sont Lyon 2, Saint-Exupéry et Olivet près d'Orléans, qui présentent déjà toutes les difficultés que rencontre l'ensemble des centres de rétention. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais autant le manque d'effectifs policiers qui ne permet pas le bon exercice de l'ensemble des missions, une architecture complètement inadaptée aux nouvelles durées de rétention et un exercice des droits de plus en plus difficile. Tout cela pour dire que la politique menée, et ce qui est constaté par les chiffres, c'est que tout est fait pour générer de la violence et de la maltraitance vis-à-vis des étrangers retenus. Et à l'image des nombreux témoignages de personnes également passées par la détention, on se retrouve avec des lieux qui sont pires que la prison. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Paul Chiron pour les questions. Eh bien, merci à tous les trois pour ces premières présentations. On a déjà une première salve de questions, mais n'hésitez pas à continuer à les poser. Peut-être que la première question concernant un peu le contexte de l'intervention dans les centres de rétention, c'est de savoir s'il y a toujours eu des associations qui sont intervenues dans les centres de rétention. Et il a été évoqué qu'il n'y a pas forcément d'asso dans les LRA. Et donc, comment ça se passe dans dans les locaux de rétention administrative? Merci pour cette question. Effectivement, alors dans les centres de rétention administrative, il y a toujours eu la présence de la CIMAD au début, et puis peu à peu, de plus en plus d'associations sont intervenues dans les CRA, en sachant quand même qu'une évolution majeure de cette intervention est le fait qu'au départ, il s'agissait d'une intervention pour des missions sociales et plutôt humanitaires. Et peu à peu, la mission a évolué vers une mission purement juridique, d'aide juridique aux personnes enfermées.
Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes plusieurs associations à intervenir pour une aide juridique, d'information et d'aide à l'exercice effectif des droits des personnes qui sont enfermées. Et pour les LRA, effectivement, c'est une possibilité qui est dans le CESEDA, dans le droit. Il s'agit d'une convention plus avec les préfectures, donc c'est à la discrétion en fait de la préfecture. Dans certains LRA, même dans la majorité aujourd'hui, il n'y a pas d'association. Donc les personnes vont plutôt être en lien avec un avocat qui va pouvoir les aider, notamment les avocats commis d'office euh, devant les différentes juridictions. Et il y a certaines associations qui commencent à signer des conventions avec certaines préfectures pour intervenir dans quelques LRA, mais ça vient de se mettre en place. Donc on attend aussi des retours sur cette aide dans les LRA et de voir un petit peu si des informations sortent via ce biais-là, sachant qu'il s'agit là plutôt pour les LRA permanents et non pas pour les LRA temporaires. Merci. Si certains ou certaines souhaitent compléter, n'hésitez pas. Céline. Voilà, non, je voudrais juste rebondir sur le fait que le LRA, c'est aussi vraiment un non-dispositif. Il n'y a pas que l'absence des associations qui est à noter, c'est aussi l'absence de tous les autres acteurs de la rétention. Ça va être des problématiques sur les soins, ça va être des problématiques sur les visites, donc sur les avocats, la façon dont les avocats peuvent rentrer dans les LRA, les contacts avec l'extérieur. Donc nous, ça nous questionne aussi beaucoup le fait qu'à l'heure actuelle, il y ait des LRA quasi ou permanents qui en plus pourraient conventionner et finalement transformer ces LRA en sous-dispositifs centre de rétention avec des garanties de toute façon très minimes. Donc ça reste pour nous une vraie question que ces LRA qui ont vocation là à être créés ou à se pérenniser plus ou moins légalement. Merci. Autre question concernant un peu plus les chiffres. Comment peut-on expliquer le fait que les personnes soient de moins en moins expulsées? Euh, c'est une question éminemment intéressante et éminemment complexe à répondre. Je vais un peu botter en touche en me référant au rapport, au rapport de la Cour des comptes. Il y a une immensité de facteurs. Le premier facteur, enfin en tout cas que je placerai en premier, c'est notamment la masse des procédures, hein. Si on prend d'ailleurs les chiffres qui sont présentés dans le rapport, si on prend une comparaison la France et l'Allemagne, ne serait-ce qu'au simple les OQTF en procédure, les procédures d'OQTF en 2023, en France on a 137 730 mesures d'OQT qui sont entre guillemets en prise en 2023 contre 44 625 prises en Allemagne. Donc déjà, il y a une question de disproportion de moyens. Sachant que l'Allemagne est quand même un pays plus peuplé que la France, avec 90 millions d'habitants environ, contre 70 millions en France. Pourtant, nous, on aurait 140 000 personnes faisant l'objet d'une OQTF, et en Allemagne, que 44 000. Enfin, il y a une question de proportion, et notamment, ça se traduit dans les éloignements, hein. Encore, les chiffres qui sont présents dans ce rapport, vous prenez l'exécution des OQTF. En France, on est à 12 165, soit environ 9%. En Allemagne, 15 440, soit environ 35%. Ce qui fait que, ne serait-ce qu'en termes de fonctionnaires qui sont capables de gérer ces procédures, en termes structurels, vous avez une problématique déjà qui va se poser, mais vous avez de nombreux autres facteurs. Vous avez déjà, plus vous englobez de personnes, plus vous avez des situations complexes avec de la vie privée familiale, des personnes souffrant de maladies et autres. Tout cela vient s'ajouter, mais je pense que une des premières explications, c'est déjà, un volume absolument disproportionné de procédures d'éloignement qui sont prises à tout va.
sachant que ces 137 730, ça représente 2 tiers des OQT prises dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc un espace de près de plusieurs centaines de millions d'habitants, 500 millions je crois, mais dans 250, enfin je sais plus. Euh, mais voilà, enfin, on a déjà cette disproportion qui est un des facteurs. Et la loi, contrairement à ce qui est pointé par l'administration et le gouvernement, n'est qu'un facteur très très résiduel dans les difficultés à éloigner. Oui, Justine. Juste pour compléter, c'est vrai que ça rejoint bien, enfin ça illustre bien en fait la volonté quand même du tout enfermer et tout faire pour expulser, puisque les personnes elles sont placées aussi de plus en plus en rétention et les préfectures ne prennent pas en considération les situations individuelles des personnes, comme l'a souligné Adrien, et ne prennent pas en considération également les perspectives d'éloignement. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont être placées en rétention par exemple soudanaises, haïtiennes, afghanes. Et donc, ça va aussi complexifier toute la procédure, en fait. Et ça va faire en sorte que les personnes restent en rétention longtemps et ne soient pas expulsées, ce qui peut expliquer aussi ce taux d'éloignement faible. Et ça démontre bien la volonté des préfectures d'enfermer à tout prix, peu importe la situation des personnes, peu importe leur nationalité et peu importe la situation dans le pays de renvoi des personnes. Et peut-être pour compléter encore là-dessus, par rapport à ce qu'a dit Justine, on observe aussi que ces personnes-là qui sont placées sans perspective de renvoi et avec des situations individuelles qui ne sont pas prises en compte sont parfois placées à plusieurs reprises dans les centres de rétention. Donc du coup, nous, dans les chiffres qu'on présente dans notre rapport, apparaissent plusieurs fois en fait dans le total du nombre de placements. Et en fait, il s'agit toujours des mêmes personnes qui du coup ne sont toujours pas éloignées à la fin, ce qui explique aussi cet écart dans les chiffres. Merci. Toujours concernant les chiffres, beaucoup de questions sur la question de la durée de la rétention. Et donc, peut-être, enfin, à la fois, on a parlé de l'augmentation de la durée maximum de rétention, qui atteint aujourd'hui 90 jours en temps normal, mais aussi la durée moyenne de rétention qui augmente au fur et à mesure des années. Donc, une première question sur comment on peut expliquer la très nette augmentation entre 2022, la durée moyenne en 2022 et la durée moyenne en 2023, donc de 22 jours à 28 jours. Et ensuite, une question aussi de savoir est-ce que l'augmentation de 45 jours à 90 jours maximum a modifié la nature des décisions prises par le JLD, notamment lors des prolongations qui s'enchaînent au fur et à mesure. Je me permets d'entamer un début de réponse. Alors, oui, entre 2022 et 2023, on a 5 jours supplémentaires. Alors, comment l'expliquer? Principalement par la volonté politique. Les 2 circulaires de Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui souhaitait en priorité le placement des personnes présentant ce que eux ils appellent un trouble à l'ordre public. Il fallait placer cette population en priorité. Et ce qu'a souligné Justine juste avant et Mathilde, en dépit de toute perspective d'éloignement et de leur situation familiale, personnelle, donc on s'est retrouvé avec des personnes inéloignables que l'administration s'évertuait à maintenir en rétention. C'est la principale explication de cet allongement de la rétention. Sinon, bah, depuis la deuxième question, c'était depuis le passage aux 90 jours, c'est ça? Depuis le passage aux 90 jours, en 2019, on a une très faible augmentation de la durée de rétention par rapport aux années précédentes. C'est tout simplement le temps que j'ai envie de dire, les administrations et les juges s'approprient la loi. Mais très rapidement, les durées de rétention ont augmenté. Hein, quand l'administration, c'est compliqué de parler aujourd'hui sans chiffres parce que c'est un peu au doigt mouillé. Mais par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que les conditions pour obtenir une seconde prolongation font qu'il est quasiment impossible pour l'administration de ne pas l'obtenir. Les critères juridiques
qui sont définis dans le CESEDA sont tellement vastes que globalement l'administration ne peut pas perdre une seconde prolongation, sauf à ce qu'elle ait fait beaucoup d'erreurs dans les démarches qu'elle a à fournir, ce qui est quasiment impossible. Paul, je t'entends pas. Voilà. Juste pour compléter, Adrien, sur la première partie de la question, ça illustre bien quand même que, enfin, faut rappeler que la rétention administrative, donc c'est un enfermement où des raisons administratives, comme son nom l'indique. Donc, on enferme les personnes parce qu'elles n'ont pas de droit au séjour sur le territoire français. Et normalement et initialement, cet enfermement devait être à bref délai pour organiser leur expulsion du territoire français. En l'occurrence, et c'est tout ce qu'on vient un peu d'évoquer et toutes les données qui sont aussi d'autant plus flagrantes sur l'année 2023, on constate que c'est de moins en moins à bref délai et que l'administration place aussi les personnes, les préfectures placent les personnes, alors même qu'elles n'ont pas initié la procédure pour expulser les personnes, ce qui explique aussi en partie, avec toutes les raisons déjà évoquées, le fait que les personnes restent plus longtemps en rétention ou reviennent plusieurs fois en rétention, comme l'a souligné Mathilde. Donc, on constate bien le détournement de la rétention administrative, comme l'a souligné Adrien. Et tout ça sont des éléments assez flagrants, conséquences directes de la volonté politique. Et sur les prolongations par les juges des libertés de la détention, en tout cas, ce qu'on peut aussi dire, c'est que malheureusement, les JLD prolongent malheureusement beaucoup les personnes et notamment avec des prolongations en fin de rétention qui restent à nuancer quant à l'interprétation des textes de loi. Euh, voilà, sans rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, voilà, beaucoup de personnes sont prolongées alors qu'elles ne devraient pas forcément l'être jusqu'à 90 jours. Merci. Question, donc là, on a évoqué la question de l'allongement et les raisons, et une autre question sur l'impact sur les personnes. Donc, on évoquera peut-être un peu plus tard la question de la santé plus largement, mais quel est l'impact qu'on peut d'ores et déjà aborder aujourd'hui sur cette durée de rétention, de privation de liberté qui augmente petit à petit? Euh, je sais pas qui veut répondre, mais enfin, je pense qu'on a tous le même avis, c'est que les gens deviennent fous, très simplement, et que notamment l'augmentation des violences qu'on constate est due à ce que les gens deviennent fous et tournent en rond dans des centres de rétention ou qui n'ont jamais été pensés en fait pour une durée aussi longue. Et donc, les gens deviennent simplement fous, en fait. Peut-être pour compléter un petit peu, c'est vrai que les intervenants témoignent régulièrement de l'évolution en fait des personnes qu'il elles rencontrent, des personnes qui vont être tout à fait cohérentes à leur arrivée et qui vont ne plus réussir à comprendre ou à s'exprimer au bout de quelques temps, des personnes qui vont être très calmes à leur arrivée et qui vont devenir un peu agressives, etc. Donc, ce sont aussi des changements dans les comportements, à défaut de pouvoir et d'avoir les compétences pour poser un diagnostic médical, c'est quelque chose qu'on peut ressentir déjà dans l'accompagnement au quotidien au fur et à mesure que les temps de rétention passent. Et puis après, je pense que c'est quelque chose qu'on évoque aussi dans nos rapports depuis de nombreuses années, qui a tendance un peu à s'accentuer avec l'augmentation de la durée de la rétention, c'est le nombre de gestes désespérés, la quantité de personnes qui vont faire des tentatives de suicide, de l'automutilation, des grèves de la faim, etc. Tout ce type de situation-là qui a aussi tendance, euh, on n'en fait pas un décompte très quotidien et très précis de ça, mais en tout cas, on l'observe et on le sent de manière de plus en plus récurrente au fur et à mesure des années. Donc, c'est un peu certaines des conséquences que je pourrais identifier. Juste pour compléter,
On oublie aussi souvent quand on parlait de placement rétention répétitif, c'est que lorsque le placement ne conduit pas à l'éloignement et à une libération, il va conduire à une libération toujours dans une situation administrative de grande précarité. Et les personnes qui sont placées de nombreuses fois, ils se précarisent aussi au fur et à mesure. Et donc, ce sont des gens qui ensuite sont en grande souffrance sur tous ces placements et qui, bon, bah, à chaque fois qu'on va les revoir, sont de plus en plus précaires et psychologiquement très fragiles. Donc, c'est aussi tout ce parcours qui est pensé très sécuritaire par l'administration qui précarise, quoi qu'il arrive, les personnes qui ne sont pas éloignées et qui se maintiennent ensuite sur le territoire français. Hassan, tu n'as pas ton micro. Hassan, tu n'as pas ton micro. On ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? C'est beaucoup mieux. Bon, je disais que, bien évidemment, les collègues ont déjà évoqué les questions enfin, les raisons qui expliquent un peu l'augmentation des violences dans ces lieux. Nous avons toujours et depuis très longtemps dénoncé le manque de discernement sur les placements. Le manque de discernement sur les placements, aujourd'hui, c'est encore plus prégnant parce que dans les nouveaux cas où les personnes sont assez isolées des zones de circulation, il y a beaucoup de violences que nous constatons dans les lieux, dans les zones de vie. Et ça, c'est une réalité. La police, et d'ailleurs, la contrôleur de lieux de privation le dit, les policiers évitent le contact pour éviter les blessures de service. Donc, laisser abandonner à elles-mêmes, ces personnes, dans leur quotidien, peuvent, à l'occasion, en tout cas, on le remarque, des personnes un peu plus faibles sont parfois martyrisées par des personnes dans les zones de vie. L'augmentation de la violence, c'est le discernement. Les personnes extrêmement fragiles sont placées et pour qui, on va dire, euh, aucune des acteurs qui sont en rétention, aucun des acteurs aujourd'hui en rétention n'a les outils pour les accompagner. Et cette violence-là, ici, il faut la gérer. La violence psychologique, il faut la gérer. Euh, on disait tout à l'heure, on donnait tout à l'heure les raisons de l'augmentation de la durée de la rétention. Et dans cette augmentation-là, il y a aussi la responsabilité des juges dans cette violence-là. Il ne s'agit pas simplement de dire que c'est l'administration qui a raison. L'administration demande les prolongations, mais n'oublions pas que c'est les juges qui prolongent la rétention. Et donc, de façon globale, il y a tout un système qui est posé qui fait que cette violence, il faut la réfléchir, il faut l'interroger de façon générale. Euh, le défaut de discernement, mais aussi l'augmentation de la rétention du fait des prolongations par les juges judiciaires. Merci beaucoup. Peut-être encore deux questions avant d'enchaîner sur les autres développements qui vont suivre. La première, c'est, on parle beaucoup de chiffres là, mais la question est de savoir comment sont collectés ces chiffres. Est-ce qu'ils viennent de l'administration ou pas? Et donc là, je vous laisse le micro pour tout ça. Bah, pour répondre très simplement, non, c'est les interventions de l'ensemble de nos associations qui collectent ces chiffres au quotidien. En fonction des personnes qu'elles rencontrent et croisées avec les chiffres que nous transmet l'administration. Donc ça, c'est pour l'ensemble de nos associations. À une exception près, ce sont les chiffres concernant Mayotte. Alors tout simplement parce que le nombre de placements, la durée du placement est tellement brève à Mayotte et le nombre de placements tellement faramineux que nos collègues de Solidarité Mayotte ne peuvent pas fournir des chiffres exhaustifs sur l'ensemble des placements. Hein. Je vous rappelle qu'on parle pour Mayotte de mémoire, on est à 26 000 personnes. Détrompez-moi si je dis une bêtise. Mais voilà, donc 26 000 personnes, c'est-à-dire plus que dans toutes les métropoles pour juste une seule association, ce qui est juste techniquement impossible. C'est 28. 28, pardon. 28. Donc voilà. Juste pour apporter peut-être une précision sur ces chiffres, on peut le dire, Adrien, ce sont les seuls chiffres qui existent qui soient aussi précis et aussi pointus
sur les personnes qui sont placées, donc qui passent par les centres de rétention administrative, puisque le ministère de l'Intérieur ne transmet pas en fait et ne publie pas de données sur ces CRA, et preuve en est avec les LRA, puisque au-delà des informations sur le nombre de personnes, les situations de ces personnes qui sont placées en LRA, nous n'avons même pas le chiffre exact du nombre de LRA qui existent. Ce sont aussi des données qui sont très importantes, et même au sein de nos données, justement, puisqu'on a parlé des données à Mayotte, on peut voir que l'administration donne des chiffres aussi assez globaux, et le fait d'avoir des chiffres sur toutes les personnes qui sont placées en rétention permet d'aller dans des précisions et de faire des données statistiques qui nous permettent d'illustrer en fait la rétention administrative et nos constats chaque année. C'est quand même important. Merci. Donc, dernière question pour cette première salve de questions-réponses qui nous permettra, je pense, au vu de la réponse, de faire une transition avec la partie Mayotte, justement. S'agissant des enfants enfermés, il y a eu la loi du 26 janvier 2024 et on a beaucoup entendu parler de l'interdiction de l'enfermement des enfants. Et donc, qu'en est-il sur ce point-là? Bah, je vais répondre pour la métropole, mais pas pour, enfin pour l'Hexagone, pardon, mais pas pour l'Outre-mer, hein, pour pas spoiler. Mais pour l'Hexagone, effectivement, il y a eu une suppression, enfin une interdiction du placement. Alors, des enfants accompagnant leurs parents. Ne faisons pas preuve d'angélisme, hein, dans beaucoup de centres de rétention en France, le placement des familles était devenu quasiment inexistant. Donc de manière très pragmatique et toujours dans l'objectif de 3000 places, ça mobilisait des zones de rétention qui étaient pas ou peu utilisées ou qui étaient moins utilisées du fait que de places réservées aux familles. Donc le principal est là parce que beaucoup font valoir cette loi, mais l'interdiction de l'enfermement des enfants ne nécessitait absolument pas de loi pour qu'il s'arrête. Et simplement, comme on l'a vu dans beaucoup de régions, où il n'y avait plus tout simplement de placement en rétention d'enfants accompagnant leur famille en métropole, sauf à l'exception du Grand Est, mais ça c'est pas ma région de prédilection. Donc je vais laisser place à ma camarade si elle veut ajouter un mot. Oui, je peux compléter un peu parce qu'effectivement, il y a quand même une jolie exception au centre de rétention de Metz où il y a eu encore en 2023 plusieurs dizaines d'enfants enfermés. Et alors, c'était essentiellement des familles en procédure Dublin qui étaient enfermées pour une nuit avant leur éloignement ou alors leur libération à l'aéroport si elles refusaient d'embarquer. Ce qu'on a constaté également, c'est que malgré les discussions autour du nouveau texte et l'entrée en vigueur de la loi à partir du 26 janvier, le début du mois de janvier 2024 a connu le même sort et encore des enfants y ont été enfermés jusqu'à la dernière minute et j'ai- jusqu'à ce que l'interdiction soit effectivement prononcée. Donc voilà, ça s'est arrêté effectivement un peu partout en métropole, mais le Grand Est fait effectivement exception. Si je peux apporter une petite nuance aussi à cette interdiction de l'enfermement des enfants, juste pour préciser que donc l'enfermement des enfants n'est plus possible suite à la loi du 26 janvier 2024. Néanmoins, dans une instruction, M. Darmanin invitait les préfectures à placer l'un des deux parents en rétention et à assigner à résidence l'autre parent avec les enfants. Certes, les enfants ne seront plus placés en rétention, mais on est quand même très préoccupé et inquiet de cette instruction et des conséquences que ça peut avoir sur la séparation des familles et les conséquences néanmoins aussi importantes en cas d'assignation à résidence des enfants. Eh bien, merci à toutes et tous pour ces nombreuses réponses. Et tout de suite, nous allons donc aborder la question de la rétention dans les Outre-mer.
je laisse la parole à l'association Solidarité Mayotte, qui intervient donc au CRA Mayotte, et plus précisément à Doriane Lemeur et Sébastien Dangean. Bonjour à tous. Paul, je te remercie pour cette passation de parole. Donc c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui la situation de la rétention à Mayotte. Donc le centre de rétention de Mayotte, il dénote, comme les collègues ont pu le dire avant, par déjà son ampleur et son fonctionnement, qui s'inscrit en fait vraiment dans un contexte mahorais qui est très particulier. Donc je vais revenir un peu sur ce contexte. Donc il faut savoir que la population de l'île, elle est estimée à 321 000 personnes. Or, selon l'INSEE, 48% de la population serait de nationalité étrangère. Ce contexte migratoire, il est dû à la proximité directe de Mayotte avec les Comores, mais également à son statut ambigu, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que le 101e département français est reconnu par les Nations Unies comme étant sous la souveraineté de l'archipel des Comores. On a donc une double immigration, si je peux le dire comme ça. On a une immigration qui va être très importante de personnes qui ont la nationalité comorienne, qui avaient historiquement pour usage de circuler entre les îles et qui se voient aujourd'hui qualifiés d'étrangers en situation irrégulière. Et on a également, depuis quelques années, une intensification du nombre de personnes qui sont ressortissants d'Afrique continentale et qui ont, eux, rejoint Mayotte pour notamment déposer une demande d'asile. En parallèle, en fait, de cette immigration, l'île, elle évolue dans un contexte social qui va être aussi très particulier. Il faut savoir que 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté et un contexte sécuritaire qui est aujourd'hui très, très exacerbé. Ainsi, tous les maux de Mayotte, tous les problèmes de Mayotte, insécurité, délinquance, saturation des services publics et même les difficultés d'accès à l'eau potable se retrouvent imputés à la pression migratoire. Donc la lutte contre l'immigration clandestine, c'est devenu une des politiques prioritaires du gouvernement sur le territoire. Et le CRA en est une de leurs pièces maîtresses. C'est comme ça qu'on a pu avoir l'opération qui a été très médiatisée, l'opération Gombouchou, qui a démarré officiellement donc, le 20 avril 2023. Et c'était donc la réponse de l'État à la problématique d'insécurité de Mayotte. Cependant, l'opération, elle n'a pas permis d'apaiser la situation, elle n'a pas permis d'apaiser non plus les tensions, ce qui a entraîné en fin d'année la montée de collectifs citoyens qui ont manifesté, qui ont bloqué notamment certaines administrations comme la préfecture et certaines associations comme Solidarité Mayotte. C'est dans ce contexte, donc après un blocage de l'île en général, qu'un an après le lancement de l'opération Gombouchou, on a l'opération Mayotte Place Nette qui voit le jour. Donc on voit bien que la réponse systématique de l'État à les situations sécuritaires va passer par le déploiement de grands moyens qui sont dédiés à la lutte contre l'immigration. Ça fait du CRA de Mayotte le plus important de France, en fait, en nombre de retenues et de personnes éloignées sur l'année. Pour vous donner quelques chiffres qui ont déjà pu être énoncés ce soir, la rétention à Mayotte, c'est 28 180 personnes retenues sur l'année 2023, dont 3 262 mineurs, à savoir que l'interdiction de la rétention pour les mineurs ne s'applique pas à Mayotte. Et sur ces personnes-là, c'est 24 467 personnes qui ont été éloignées. C'est des chiffres qui sont assez stupéfiants, qui sont supérieurs à l'ensemble des CRA et de l'Hexagone réunis. Et pour atteindre de tels chiffres, en novembre 2022, le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC, a autorisé le contrôle d'identité systématique et sans limite de temps sur tout le département. Or, du côté des services interpellateurs, ces contrôles, ils se confondent avec la vérification du droit au séjour. Donc, on a des personnes qui vont être interpellées à grande échelle sur l'ensemble du territoire et qui vont être placées au CRA après une vérification quasi systématiquement très lacunaire, de leur situation administrative. Les personnes, elles sont souvent originaires des Comores, donc elles vont ensuite intégrer le CRA et être éloignées directement le matin suivant. Parce que donc on a des départs qui se font quotidiennement pour les Comores. Donc les personnes vont rester moins d'une journée au centre de rétention. Cette célérité de la rétention et cette rapidité de l'éloignement, ça limite fortement les possibilités d'intervention de nos juristes.
Les retenus ont trop peu de temps et vraiment trop peu de moyens pour pouvoir exercer leurs droits. Et ça entraîne vraiment des aberrations qu'on peut voir au CRA de Mayotte. C'est comme ça qu'on a pu se démarquer en expulsant des nationaux français vers des pays tierces. Mais ce manque de vérification, ce manque de suivi va aussi entraîner des cumulations d'interpellations et des cumulations de placements. Si on plonge vraiment à l'intérieur des chiffres des dernières années, on pourra trouver des exemples comme Monsieur X qui a réalisé durant l'année 2023 son 11e passage au centre de rétention et qui ne parvient toujours pas, après 11 passages, à régulariser sa situation. Ce monsieur se voit donc régulièrement privé de sa liberté, parfois plusieurs fois dans la même année, et avant d'avoir en fait des retraits d'OQTF, des retraits qui vont être systématiques, parce qu'il est né sur le territoire français et qu'il est parent d'un enfant français. Donc les juristes de l'association, ils sont vraiment noyés par ces situations de droit qui n'ont normalement même pas leur place dans un centre de rétention. On va accompagner des Français, on accompagne des personnes qui ont des titres de séjour en cours de validité, des demandeurs d'asile. Et donc, malgré nos efforts, on sait qu'un jour, on ne pourra pas empêcher l'éloignement de ces personnes qui ont pourtant le droit d'être ici, parce que les délais qui nous sont laissés sont trop réduits pour pouvoir les accompagner correctement. En effet, les personnes qui sont interpellées, comme l'a évoqué Jean-François dans son introduction, ne doivent rester en rétention que le temps strictement nécessaire à l'organisation de leur reconduite. Néanmoins, à Mayotte, le temps a souvent été réduit à l'immédiat. Donc, on a pu voir ce que nous, on appelait donc, des intégrations, extractions immédiates, ou dans ce cas-là, placement de confort, qui ont pu être évoqués, lors desquels donc, on a des personnes qui sont interpellées en mer ou qui sont interpellées lors de contrôles terrestres et qui sont, si les horaires du bateau le permettent, éloignées immédiatement à la suite de leur interpellation. Donc, leur passage au CRA va leur laisser uniquement le temps de voir le couloir qui mène au bus. Et nous, dans ces conditions, aucune analyse de situation juridique de ces personnes n'est possible. Parmi les conséquences en fait, de cette organisation qui est vraiment dédiée à une massification des reconduites, on a la pérennisation d'une procédure qui relève normalement de l'exception, qui est la procédure de l'injonction retour. Donc, dans les délais qui nous sont très réduits, même la procédure en fait, du référé liberté, ça ne permet pas toujours, ce n'est pas toujours suffisant pour interrompre un éloignement qui est déjà en cours. Donc, en 2023, on a pu voir 12 injonctions retour décidées par le juge, c'est-à-dire que le juge a enjoint à la préfecture d'organiser le retour sur le territoire de la personne qui avait été indûment éloignée. C'est une procédure qui se développe, une procédure qui se pérennise. Donc, on en a eu 12 l'année dernière, mais il faut savoir que juste le premier trimestre 2024 a donné lieu à 15 injonctions retour. Par ailleurs, donc, en parallèle de ces ressortissants, donc, majoritairement comoriens ou alors également malgaches qui sont retenus au CRA pour des durées qui sont là, pour le coup, très courts et où on doit travailler dans l'urgence, on a également, depuis la fin d'année 2023, une augmentation des retenus qui sont ressortissants d'Afrique continentale et qui vont, eux, rester à l'inverse des longues semaines au centre de rétention et dans un centre de rétention qui est très peu adapté à des séjours aussi longs. Avec ces dernières intégrations, donc, on se retrouve avec des nombres de demandes d'asile en rétention qui atteignent des proportions très conséquentes, étant donné que le placement en rétention est sollicité pour toutes les personnes interpellées en mer, donc toutes les embarcations, toutes les personnes présentes sur l'embarcation vont être placées en centre de rétention. Et donc ces primo-arrivants se retrouvent contraints de déposer leurs demandes dans des conditions très dégradées. Et pour vous donner un exemple, on a enregistré 77 demandes d'asile sur le simple mois de février. Pour conclure, pour conclure sur mon propos, l'actualité à Mayotte et la politique du chiffre qu'on a en matière de lutte contre l'immigration clandestine, ça conduit à des procédures d'éloignement qui sont de plus en plus expéditives et qui ne permettent pas du tout de garantir la protection et le droit des personnes. Les associations sur site se retrouvent régulièrement dépassées par des flux qui sont toujours de plus en plus importants. Et les associations, aujourd'hui, représentent l'unique garde-fou qui empêche l'éloignement de personnes normalement protégées contre ces pratiques.
Malgré une capacité d'échange avec les autorités et le commandement du CRA, la mise en œuvre effective au final de nos missions demeure une lutte de tous les jours. Et c'est sur ça que je vais finir cette présentation. En vous remerciant pour votre écoute, je vais maintenant donner la parole à Justine Girard qui va vous présenter les CRA dans les autres Outre-mer. Merci. Merci, Ariane. Oui, je vais juste vous parler, mais quelques minutes très rapidement, puisque la CIPAD intervient dans les autres CRA ultramarins, donc à savoir la Guyane, Guadeloupe et la Réunion. Juste pour vous dire quelques constats importants sur l'année 2023, euh, avec le constat qui perdure d'année en année sur le fait qu'il existe un régime dérogatoire, donc sauf à La Réunion, mais en tout cas donc à Mayotte, Guyane et Guadeloupe, avec deux conséquences notables pour les personnes, donc des interpellations qui sont facilitées, un cadre légal qui est beaucoup moins strict sur les interpellations possibles. Et le fait qu'il n'existe pas de recours suspensif à part un recours exceptionnel devant le juge administratif qui va suspendre l'expulsion de la personne le temps de la procédure. Mais en tout cas, il n'existe pas de recours suspensif comme dans les autres CRA. Donc, ce sont quand même des données qui perdurent, mais qui sont importantes et qui ont des conséquences sur la situation des personnes, en sachant que en 2023, ce sont 84% des personnes expulsées depuis les CRA ultramarins qui n'ont pas vu de juge, donc qui n'ont pas pu accéder à leur droit. Un autre constat important dont nous voulions vous faire part aujourd'hui et qui illustre bien cette volonté de tout faire pour enfermer et expulser est le fait que plusieurs centaines de ressortissants haïtiens ont été enfermés dans les CRA en 2023. Et donc, il y a eu plus de 900 Haïtiens enfermés dans les CRA. Et sur ces 900 personnes, il y en a eu plus de 700 uniquement dans les CRA de Guyane et Guadeloupe. Malgré donc la situation extrêmement préoccupante en Haïti, malgré les recommandations internationales dès la fin de l'année 2022, qui demandaient justement, qui recommandaient d'interrompre les expulsions vers Haïti en raison de la situation sur place, et malgré la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile en 2023, notamment en juillet puis en décembre 2023, avec des décisions importantes. Euh, voilà, donc les personnes continuent d'être placées en rétention et il est à noter que depuis la fin de l'année 2023, la Cour européenne des droits de l'homme suspend également les éloignements et les expulsions de ces personnes en raison de la situation sur place. Et malgré tout, les personnes haïtiennes continuent d'être placées dans les CRA de Guyane et de Guadeloupe, voire d'être expulsées, puisque plusieurs de ces personnes ont été expulsées de façon effective vers Haïti, ce qui nous inquiète particulièrement. Et une situation est emblématique sur un autre sujet dont nous voulions aussi vous parler très rapidement. Une de ces personnes haïtiennes a été expulsée à la fin de l'année 2023, malgré une décision de suspension de la Cour européenne des droits de l'homme, justement. Et malheureusement, cette expulsion en toute illégalité n'est pas la seule, que ce soit depuis les CRA ultramarins, alors que les personnes ont justement fait un recours exceptionnel que j'évoquais un petit peu tout à l'heure devant le juge administratif. Donc pendant cette procédure, elles ne sont pas censées être expulsées. Et malheureusement, on constate plusieurs expulsions pendant cette procédure et avant la décision du juge administratif. Et de façon plus globale, on constate des expulsions illégales aussi dans tous les CRA en France et depuis tous les CRA en France. Donc voilà, c'est un constat qui nous semble très alarmant et qui nous préoccupe grandement. Je vais laisser la parole à Mathilde Buffière qui va pouvoir évoquer un petit peu le sujet phare de ce rapport sur l'année 2023. Merci Justine, et j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, cette année, on a décidé de choisir comme thématique focus pour notre rapport la question des personnes étrangères malades dans les CRA.
C'est parce que c'est un sujet très récurrent qu'on évoque depuis pas mal d'années et qui croise un certain nombre d'enjeux assez importants que je vais essayer de vous présenter sans trop dépasser mon temps, mais c'est un gros sujet, donc je vais faire de mon mieux. Alors, le premier enjeu, c'est la question de la prise en charge de ces personnes quand elles sont dans les centres de rétention. L'accès aux soins dans les centres, il est encadré notamment par l'instruction du 11 février 2022 et il est incarné par les unités médicales des CRA, que nous appelons UNCRA dans notre jargon. Alors, l'instruction encadre la prise en charge, néanmoins, pour des raisons qui peuvent être liées à des considérations budgétaires ou à des problématiques de recrutement, par exemple, les UNCRA ne parviennent pas tout le temps à assurer le niveau de présence et la diversité des prises en charge que les textes prévoient. Parmi les personnes qu'on accompagne, certaines vont témoigner de difficultés d'accès à leur traitement. Il y a aussi un sujet sur la question de l'accès à des médecins spécialistes qui est parfois impossible faute d'escorte pour amener les personnes à leur rendez-vous, ce qui va entraîner l'interruption de suivis médicaux assez importants et parfois avec des conséquences assez graves sur l'état de santé des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de troubles addictifs dans les centres de rétention et qui se retrouvent donc dans des situations de sevrage forcé, sans suivi médical approprié dans les centres de rétention et avec le contexte d'enfermement qui est particulièrement anxiogène. Deux autres sujets dans cette prise en charge vont être la question de la confidentialité des rendez-vous, qui n'est pas du tout toujours respectée, et l'absence aussi d'accès systématique à l'interprétariat, qui n'est pas toujours garanti et qui complique beaucoup la prise en charge. Pour certaines personnes qui sont particulièrement malades ou vulnérables, certaines font l'objet de périodes d'hospitalisation qui vont être plus ou moins longues et qui vont en gros se superposer à la période de rétention. Les deux régimes vont cohabiter. C'est une pratique qu'a largement dénoncé le défenseur des droits, notamment parce que cette pratique va priver les personnes des droits qui leur sont garantis théoriquement lorsqu'elles sont maintenues en rétention, puisque c'est impossible de les exercer depuis l'hôpital. Et parmi ces droits, le droit d'accès à nos associations d'assistance juridique. Un petit mot sur la prise en charge également au sujet de la santé mentale, qui est une question particulièrement inquiétante et qu'on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure au début du webinaire. On constate que de plus en plus de personnes qui souffrent de pathologies lourdes sont enfermées. Et cette année, on a constaté qu'il y en avait certaines et de plus en plus avec lesquelles nous n'arrivions pas à établir un dialogue cohérent, intelligible du tout, ce qui nous empêche d'exercer notre mission d'accompagnement faute d'obtenir de leur part un consentement éclairé à l'exercice d'un recours, etc. Donc on s'inquiète beaucoup de la récurrence de ces situations-là, d'autant que l'accès à un psychologue dans les centres de rétention n'est que rarement possible. Il existe dans certains CRA, mais pas partout, alors même que l'instruction de 2022 le prévoit. Voilà un petit peu ce tableau-là, et donc face à ça, on se pose un petit peu la question de comment on fait pour améliorer cette prise en charge. On rappelle dans ce rapport et de manière plus générale que, en premier lieu, avant même de parler de prise en charge, la santé des personnes devrait être prise en compte avant l'arrivée au CRA dans l'édiction des décisions de placement en rétention et d'éloignement. Ça, c'est prévu dans les textes. L'article L741-4 du CESEDA impose en fait à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité des personnes étrangères. Il y avait un autre article qui excluait les personnes malades qui ne pouvaient pas bénéficier des soins adaptés dans leur pays d'origine, des personnes qui pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Alors je dis exclué parce que ça a été supprimé par la loi du 26 janvier 2024, néanmoins ça existait encore sur l'année 2023. Et pourtant, on a continué de voir toute l'année des décisions préfectorales très stéréotypées avec systématiquement les mêmes phrases qui ne mentionnent pas du tout l'état de santé des personnes concernées par les décisions. Et ce constat-là, il est d'autant plus préoccupant que dans beaucoup de situations, la préfecture avait totalement connaissance de l'état de santé en question. Notamment parce qu'il y avait des personnes qui, lors d'un précédent placement en rétention, avaient vu leur état de santé jugé incompatible avec le maintien, des personnes qui auraient bénéficié par le passé d'un titre de séjour en raison de leur état de santé, des personnes qui seraient même directement interpellées à leur sortie de l'hôpital. Bref, tout un tas de situations dans lesquelles clairement l'ignorance de la préfecture ne pouvait pas être un argument pour justifier l'absence de prise en compte de ces situations-là.
Donc, ça fait beaucoup de dysfonctionnements dans ce qu'on constate. Et face à ça, il y a la question du positionnement des juridictions qui se pose et de comment faire valoir en fait son état de santé. C'est possible de le faire en contestant du coup les décisions de placement en centre de rétention et d'éloignement auprès des juridictions. Néanmoins, depuis le centre de rétention et dans les délais qui sont impartis, qui sont extrêmement courts, souvent 48 heures, c'est extrêmement complexe, notamment autour de la complexité se trouve notamment autour de la question de la preuve. Comment faire pour récupérer des documents médicaux qui permettent d'attester de déclarations sur l'état de santé dans un contexte où les personnes n'ont pas forcément accès à leur téléphone portable, où il faut trouver un proche pour aller chez soi récupérer ces documents en l'absence de la personne, et où les médecins, les hôpitaux sont tenus par le secret médical et n'acceptent pas toujours en fait, d'envoyer des documents à des tiers, notamment à nos associations par le biais desquelles les personnes retenues en font la demande. Donc ça, c'est un petit peu les difficultés liées à la voie contentieuse. À côté de ça, il y avait une procédure de demande de protection contre l'éloignement pour raison de santé qui était prévue par les textes et qui renvoyait, en fait, qui faisait écho à la protection dont bénéficiaient les étrangers malades contre les obligations de quitter le territoire. Dans le cadre de cette procédure, c'est un médecin de l'OFII qui a été compétent pour déterminer si l'éloignement d'une personne vers son pays d'origine pouvait avoir des conséquences graves pour son état de santé, parce que les soins n'étaient pas disponibles là-bas. Alors, cette procédure, elle avait le mérite d'exister pour ces personnes-là. Néanmoins, elle n'était pas parfaite et on a constaté toute l'année, et d'ailleurs depuis plusieurs années, plusieurs difficultés. La première, c'est que le médecin de l'OFII ne va jamais rencontrer les patients, ne va jamais rencontrer les personnes concernées et va se baser pour rendre son avis uniquement sur un certificat médical qui sera transmis par l'unité médicale du CRA. Cet avis-là ne peut pas faire l'objet d'un recours et il ne suspend pas l'éloignement, ce qui signifie que les personnes peuvent être expulsées avant même que le médecin se prononce. En pratique, on constate aussi dans certains CRA, dans certaines régions, que certains médecins ne vont rendre quasiment que des avis négatifs et défavorables aux personnes, quelle que soit la pathologie, quel que soit le pays concerné, ce qui nous questionne quand même beaucoup. Et puis, cet avis-là n'est pas contraignant, c'est-à-dire que même s'il est favorable à la personne et du coup défavorable à un éloignement, il arrive que les préfectures s'en affranchissent et éloignent quand même, expulsent quand même la personne concernée. Ça, c'est pour ce qui est de la question de l'éloignement et de la procédure spécifique pour ce sujet-là. L'autre partie, c'est la question de l'incompatibilité de l'état de santé avec le placement en rétention et l'enfermement. Là, pour le coup, la procédure est beaucoup moins claire. Et le fait qu'il n'y ait pas vraiment de cadre légal très identifié sur qui est compétent en la matière, ça va entraîner des pratiques extrêmement disparates. Il y a certaines unités médicales qui vont s'estimer compétentes et que les médecins vont donc régulièrement édicter des certificats dans lesquels ils vont constater l'incompatibilité de l'état de santé des personnes avec la rétention. Et puis, il y a d'autres unités médicales qui vont refuser catégoriquement de faire cet exercice-là. Parmi les préfectures, ensuite, il y en a certaines qui vont reconnaître la compétence des unités médicales et qui vont libérer automatiquement des personnes, alors que dans d'autres préfectures, il y aura plein de certificats médicaux qui ne seront, eux, jamais pris en compte et les personnes seront maintenues en centre de rétention. Au niveau de la jurisprudence, ce n'est pas très clair non plus. Il y a certains magistrats qui vont reconnaître la compétence de l'unité médicale du CRA pour cela, et d'autres qui vont en fait confondre avec la procédure que je présentais tout à l'heure de protection contre l'éloignement et attribuer la compétence à l'OFII et donc rejeter les requêtes des personnes. De fait, pour la même situation, le destin de la personne retenue malade à situation égale peut être extrêmement différent sur l'issue de la rétention, la libération, l'éloignement, etc. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'arrive à la fin de mon petit tour d'horizon. Petit mot également pour dire que la loi du coup de 2024 n'est pas venue améliorer la situation puisqu'elle a notamment supprimé cette protection dont pouvaient faire l'objet des étrangers malades contre les OQTF. Du coup, dans ce contexte-là, on continue, nos associations, on continue de travailler les unes avec les autres sur ces sujets et on continue aussi de s'appuyer sur l'expertise d'autres associations. Et c'est dans ce contexte-là que Olivier Lefebvre nous fait le plaisir d'être avec nous. Olivier Lefebvre travaille pour le COMED et il connaît très bien les particularités des procédures et du public des CRA. Et puis, il a aussi une vision plus globale de la prise en charge des personnes étrangères malades en France. Et donc, je lui laisse la parole. Voilà, merci beaucoup.
Je sais pas si Olivier est avec nous. Ah, Oui, oui, je il est là. suis là. Voilà, ça y est. Parce que je pouvais pas, on m'interdisait Voilà. Merci Mathilde. D'abord, merci de m'avoir invité. J'étais un petit peu étonné au début parce qu'en fait, j'ai cette particularité de n'avoir jamais mis les pieds en centre de rétention. Donc évidemment, pour parler de la santé, en centre de rétention, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, ça fait quelques années, en effet, que les différentes associations qui interviennent dans les CRA nous sollicitent, notamment dans le cadre de la protection contre l'éloignement, mais pas que, régulièrement. Donc merci pour l'invitation. Je vais essayer aussi de prendre un peu de recul par rapport à la santé des migrants et revenir et terminer en effet sur la protection contre l'éloignement qui nous pose vraiment de gros problèmes actuellement, mais qui est en fait le reflet également de la procédure de demande de titre de séjour pour soins en ambulatoire, hein, qui est de pire en pire qui nous pose de plus en plus de soucis. On va en parler un petit peu. Je vais juste dire deux mots quand même du COMET pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le Comité pour la santé des exilés. C'est une association loi 1901 hein, qui est née en 1979, qui a pour objet d'agir pour la santé des exilés et défendre leurs droits. Alors, il y a deux gros blocs, on va dire, d'activités. Il y a une partie de l'activité qui est de l'activité d'accueil, soins, soutien, où on reçoit le public. Il y a 5 dispositifs en France. Il y en a le plus connu, c'est celui de Bicêtre, le centre de santé de Bicêtre. Ensuite, il y a à Paris, rue Championnet, le Comet de Paris. Il y a Guyane, en Cayenne. Dans la Loire, c'est Saint-Étienne. En PACA, c'est Marseille. Donc ça, c'est des dispositifs d'accueil, de soins et de soutien, toujours en pluridisciplinarité, médecins, psychologues, sociojuristes. Et un autre gros pôle qui s'appelle le centre ressources. Et c'est par ce biais-là, en fait, que je suis en contact avec les collègues juristes des associations en CRA. Ce centre ressources, en fait, il gère à la fois un centre de formation, d'information, de recherche, mais également ce qu'on appelle des permanences téléphoniques. Hein. Il y a actuellement 10 numéros de téléphone. Hein. Elles sont déclinées sur le plan national et régional, donc adressées aux professionnels, mais également aux particuliers. Le COMED, en fait, c'est à peu près en 2022, hein, c'est à plus de 22 000 actes et 8 000, près de 8 300 personnes soutenues. Et si on prend simplement sur le centre ressources, hein, je vais m'attarder puisque c'est aujourd'hui le cas, c'est près de 4 600 personnes soutenues et plus de 5 300 personnes appels en 2022. Et parmi tous ces appels, 6% proviennent de vous, des collègues des CRA, hein, qui nous sollicitez. On est entre 6 à 8% selon les années. Donc c'est un chiffre non négligeable. D'aussi loin que je me souvienne, ça fait quand même quelques années que c'est le cas, principalement par mail, et c'est principalement moi qui m'occupe un petit peu de vous répondre. On va présenter un petit peu, je vais essayer de présenter également les patients dont on parle, les personnes dont on parle. C'est souvent des personnes assez jeunes, hein, une médiane de 34 ans, une moyenne de 3 ans d'ancienneté en France. On a 119 pays, hein, 54 langues. Principalement, alors concernant tout ce qui est centre ressources, donc les sollicitations externes, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Évidemment, toutes les régions sont représentées. Alors, de quoi ils souffrent exactement? Principalement, on va retrouver en fait, exactement comme dans la vie entre guillemets réelle, hein, hors rétention, hors lieu de privation de liberté, c'est bien sûr les troubles psy, hein, principalement les psychotraumas, les traumas complexes et les dépressions. Beaucoup moins de syndrome psychotique. J'ai l'impression qu'en CRA, il y en a un petit peu plus. Mais... Ensuite, viennent les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les infections chroniques par le virus de l'hépatite B, les infections neurologiques, et ensuite, tout en dernier, les infections chroniques par le VIH. C'est pour vous donner une raison, une vue d'ensemble un petit peu de ces migrants. Alors, et des problématiques. La médecine, moi je suis
je dis médecin du COMET depuis 25 ans, plus de 25 ans, et médecin coordinateur du pôle médical. J'encadre et j'essaye, en tout cas je tente d'harmoniser les pratiques d'un ensemble de médecins sur tous les dispositifs. Et donc, j'appelle ça de plus en plus de la médecine sociale, parce qu'un médecin, tout seul, avec son ordonnancier, il ne peut pas faire grand-chose. Et tout l'objectif du médecin, en fait, ça va être pendant toute la période de la prise en soin. Je préfère prise en soin à prise en charge. C'est pas forcément des charges, c'est plus joli, prise en soin. Et ça va être de lever les obstacles de l'accès aux soins. Évidemment, on parle de la protection maladie. Ça va pas en s'améliorant, hein, des délais de carence, des endroits où ça s'applique pas. Les problèmes de langue, évidemment, interprétariat professionnel, et de plus en plus, et vraiment au COMED, on le voit vraiment, c'est les problèmes d'hébergement, d'alimentation, hein. Un migrant sur quatre n'a pas mangé enfin, n'a pas mangé à sa faim dans les 48 heures précédant la consultation. C'est énorme. Les problèmes de ressources, évidemment, de déplacement, d'isolement relationnel, évidemment, en dernier, de la régularité du séjour. Mais tout se borne pas au simple accès à la protection maladie, comme on pourrait le penser. Euh, Même si on a une protection maladie, si on est à la rue, si on n'a pas d'argent, si on ne peut pas se déplacer, ben on ne peut pas être soigné, du moins correctement. La prise en soin ne peut pas être assurée. Alors évidemment, le contexte, c'est principalement nous, ce qu'on constate, un contexte de xénophobie de plus en plus banalisé, hein. Ça, c'est clair et net ces dernières années, aussi bien du corps médical, mais que de l'ensemble de la population. Donc maintenant, est-ce qu'on est médecin généraliste? Les collègues et moi, on est en train de se nommer plutôt des... On pense qu'on fait de la médecine sociale, en fait, hein. C'est devient une spécialité de la médecine générale. Quelques points aussi sur les missions du médecin. Le médecin, il doit être indépendant, il doit être impartial, il doit défendre la santé individuelle et collective. Ça, c'est le code de déontologie médicale, hein. Ça s'applique aussi bien aux médecins de contrôle de l'OFI qu'à tout médecin soignant, hein. Les médecins de l'OFI ne sont pas des médecins soignants. Par contre, le médecin n'est pas neutre dans le code de déontologie. Le médecin doit toujours agir en faveur de son patient. À bon entendeur, si vous faites passer le message, la neutralité nuit gravement à la santé. Ensuite, la question du secret médical, hein, qui est non opposable au patient, ça c'est quelque chose que je vois, j'entends souvent. Tout certificat, tout document doit pouvoir être remis au patient. Donc ça, c'est un point que je voulais un peu aborder rapidement. Ensuite, on va parler un petit peu du droit au séjour étranger malade. Pourquoi droit au séjour étranger malade? Parce que jusqu'à maintenant, c'était les mêmes critères que la protection contre l'éloignement pour raison de santé pour les personnes qui sont en rétention. Vous connaissez, lui, il n'a pas été touché, en tout cas, le texte lui-même du droit au séjour étranger malade. C'est pour toute personne nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Donc, premier point, ben, c'est est-ce que la présente en effet ce premier critère, en fait, qui est l'extrême gravité. C'est un peu flou, hein. L'arrêté du 5 janvier 2017 nous donne quelques pistes. En fait, on considère que c'est une diminution significative de plus de 5% de l'espérance de vie sans incapacité ou un risque toujours significatif de mortalité prématurée ou de handicap. Nous, on ne met pas. Alors, dans l'arrêté du 5 janvier, il y avait cette notion dans un horizon qui ne saurait être trop lointain. Bon, c'est pas, voilà, nous on n'a pas cette notion de temps, en tout cas, à court. En tout cas, c'est pas seulement les maladies qui entraînent on va dire, un engagement du pronostic vital à court terme. Évidemment, ça, on réfute complètement cette notion. Et ensuite, le deuxième point, c'est est-ce que la personne peut effectivement bénéficier du traitement dans le pays dont elle est originaire. Alors ça, c'est très compliqué, c'est le principal point d'achoppement avec les médecins de l'OFI, hein, qui sont chargés d'évaluer la situation. On parle un petit peu trop de disponibilité et pas assez d'accessibilité, hein. La loi, elle est pourtant très claire, hein, c'est le bénéfice effectif du traitement au sens large, pas seulement les médicaments. Donc se défendre en disant que tel médicament n'est pas commercialisé et tout ça, c'est un faux problème. En fait, c'est l'accès aux soins global qui doit être pris en considération. Et je note que très récemment, il y a une jurisprudence là, qui sont tombées de la CEDH, hein, certains m'ont envoyé, où je vois que les juges de la CEDH sont passés complètement à côté et ne parlent que de disponibilité, comme l'OFI le fait d'ailleurs, et non pas d'accessibilité, pas d'accès aux soins, mais seulement de disponibilité de médicaments ou de molécules, et ce qui est complètement hors sujet.
Mais voilà, donc là, on rentre dans le débat vraiment dur. Et actuellement, donc la protection contre l'éloignement en l'état n'existe pas. En tout cas, c'est plus un motif de protection contre l'éloignement, la santé. Voilà. Mais il va falloir continuer à travailler pour essayer de pas renvoyer, de pas condamner à la peine de mort des gens gravement malades dans leur pays d'origine. Euh, Dans le cadre des évaluations où j'aide un petit peu les collègues juristes, il faut bien savoir que c'est très compliqué, contrairement je dirais, au centre de santé ou en ambulatoire où je vais prendre le temps d'avoir un maximum d'informations, où je vais travailler mon argumentaire, parce que je sais très bien que l'OFII va dire non, et donc ça va se terminer au contentieux, donc il faut vraiment travailler tout ça. Bah, dans le cadre des centres de rétention, c'est très compliqué. Je suis obligé de faire une évaluation avec les documents que les juristes arrivent tant bien que mal à récupérer, des morceaux, hein. Alors évidemment, sur la santé mentale, c'est très très compliqué à faire, puisqu'en fait, la santé mentale, c'est pas une affaire de prise de sang. Donc voilà, c'est des situations qui sont très délicates, en un temps restreint, avec très peu d'éléments parfois, de pouvoir donner une décision. Et il n'est pas rare, hein, d'ailleurs, que je demande beaucoup, enfin régulièrement d'abord aux collègues, à mes collègues un petit peu ce qu'ils en pensent, mais il n'est pas rare qu'on se dise, bah là, on peut pas soutenir, mais c'est dommage, parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Mais voilà, donc il y a des gens qui sont probablement expulsés, qui ont des maladies très graves et qui pourraient relever d'une demande de titre de séjour pour soins. Euh, donc j'espère qu'on va continuer à travailler avec les centres de rétention, avec enfin les juristes du moins, également avec les médecins des UMCRA. Il y a des très bonnes volontés et de très bons médecins dans les UMCRA. Il va falloir les motiver et motiver ceux qui le sont moins pour le moment. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur la santé des migrants et notamment sur la protection contre l'éloignement. Le point sur l'incompatibilité avec la rétention, c'est un point sur lequel un médecin qui n'est pas soignant ne peut pas se prononcer. Seul le médecin du CRA peut vraiment se prononcer. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, Paul. Après, il peut y avoir des questions. J'ai essayé de faire très très vite. J'avais noté un ensemble de points que je voulais faire passer. C'est très rapide. 15 minutes. Mais en tout cas, je vous encourage n'hésitez pas à solliciter les médecins du COMED par les différentes permanences téléphoniques où voilà, on est à votre disposition. Ça, je crois, depuis plusieurs années maintenant. Paul, j'ai pas été trop long, Non, excuse-moi. parfait, Olivier. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et non, non, dans les temps, pas de souci. On va donc entamer notre deuxième et dernière phase de questions-réponses sur les dernières présentations qu'on a pu avoir. Avec une première question, on retourne sur la question sur les outre-mer, pardon, avec la question de pourquoi il existe en fait des régimes dérogatoires qui s'appliquent donc dans les régimes ultramarins, dans les départements ultramarins. Question complexe. Mes collègues me laissent répondre. Non, bon, selon l'administration, ce sont des territoires avec un contexte migratoire particulier qui justifie en tout cas un régime dérogatoire, un régime juridique qui leur est propre. Bon, ce qui ne nous semble pas du tout justifié. Les personnes devraient avoir les mêmes droits, peu importe le contexte, peu importe le territoire. Et leurs droits et leurs libertés fondamentales devraient être garantis quoi qu'il arrive. Bon, ce qu'on a aussi un peu, ce qu'on a pu constater aussi, est le fait que certaines mesures, enfin les territoires ultramarins servent parfois un peu de laboratoire. Certaines mesures sont mises en place dans le cadre de ce régime dérogatoire sur ces territoires avant parfois d'être mis en place de façon plus globale euh, et notamment, euh, et notamment en hexagone. Donc pas toutes les mesures, mais en tout cas pour certaines, c'est le constat qu'on peut faire. Voilà, après, je n'aurais pas la prétention de faire une réponse plus détaillée et historique que ça, mais les éléments que je peux déjà apporter sont là. Merci. Et donc plutôt des questions sur la santé, avec une première question sur, Olivier, vous en avez parlé, ces deux
ces deux modes, en fait, entre l'incompatibilité avec l'éloignement et avec la rétention. Peut-être développer un petit peu cette question-là. Et vous avez parlé de différents médecins qui pouvaient agir sur cette incompatibilité, sur le certificat. Comment se fait l'articulation entre ces procédures? Est-ce que, en fait, c'est la même chose? Est-ce que une personne qui va être jugée incompatible avec l'éloignement le sera aussi avec la rétention et inversement? Alors, c'est deux choses complètement différentes. On va dire qu'on va avoir une évaluation sur la protection contre l'éloignement pour raison de santé. En fait, quelqu'un qui rentrerait dans les critères du droit au séjour étranger malade, ça c'est un premier point. Et l'incompatibilité avec l'éloignement, c'est avant tout des critères cliniques à un moment donné par le médecin soignant. C'est deux choses qui sont, me semble-t-il, nous semble-t-il en tout cas, très différentes. On peut avoir un état de santé à un moment donné qui peut être incompatible, et je dis bien incompatible, hein. Quand je vois des certificats de compatibilité, le médecin n'a pas le droit d'écrire de certificat de compatibilité. C'est un petit coup de, voilà, on n'est pas compatible avec la rétention, hein, ça n'existe pas. Mais par contre, on peut être en effet, vu l'état, en raison de l'état de santé, incompatible. C'est sur la clinique à un moment donné, on peut tout à fait, quelqu'un qui va décompenser, etc., alors il va être hospitalisé, etc. Il y a un moment, un médecin peut dire, voilà, c'est pas possible, ou j'ai pas les moyens, ou la personne peut pas être maintenue dans cette situation. Voilà. Et c'est indépendant presque des critères de demande de titre de séjour pour soins. Alors évidemment, ça peut aller ensemble, hein. Dans un certain nombre de cas, les deux peuvent être ensemble, mais globalement, c'est deux évaluations complètement différentes. Et donc, le médecin soignant dans ces situations, c'est le médecin de l'UMCRA qui a la casquette de médecin soignant. D'accord? Donc, c'est à lui de rédiger ce certificat dit d'incompatibilité. Après, c'est pas énorme d'après ce que j'ai compris pour connaître des médecins de CRA qui étaient plutôt migrants-friendly ou faisaient partie de nos associations. Ils utilisaient rarement également la protection contre l'éloignement parce que, ben non, alors que pardon, l'incompatibilité avec la rétention, mais alors qu'il soutenait énormément de protection contre l'éloignement. Donc c'est vraiment deux choses un petit peu distinctes. Le point également sur la protection contre l'éloignement dont on n'a pas parlé, c'est qu'on n'a toujours pas compris, on a parlé du médecin de l'OFI, le médecin de zone, réponse unique, on est à 20% d'accord ou 80% de refus, donc c'est énorme. Et il n'y a aucune raison, alors qu'on est aux alentours de 50-54% en ville, enfin en ambulatoire. Donc là, il y a vraiment un problème où on se doute bien que les causes, les raisons et l'évaluation, elle n'est pas que médicale par ces médecins de contrôle, mais bien qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment les casiers judiciaires, etc. Je peux vous en dire beaucoup sur ces médecins de l'OFI. Hassan, tu voulais Oui, compléter? c'était juste pour ajouter un peu sur la question de l'incompatibilité avec l'éloignement. Il nous est arrivé de voir en rétention, notamment pour des femmes enceintes, où le médecin a pris l'initiative d'écrire un certificat d'incompatibilité avec l'éloignement. La question de la compatibilité avec l'éloignement aussi, aujourd'hui, on a vu de façon très pratique des préfectures qui font des contre-expertises des décisions des médecins en CRA. Un médecin en cas qui décide que l'éloignement, la rétention est incompatible et la préfecture décide d'une contre-expertise par rapport à ces décisions. Donc, il ne suffit pas non plus, on observe ça parfois, il ne suffit pas parfois que un médecin de l'EMCRA décide d'une incompatibilité, il faut aussi que la préfecture accepte la décision du médecin et y fait droit. C'est des réalités qu'on peut croiser. Mais Hassan, c'est ce qu'a dit Mathilde, c'est-à-dire que dans l'instruction interministérielle de 2022, en fait, c'est le trou dans la raquette. Autant on parle de la protection contre l'éloignement pour raison de santé, autant l'incompatibilité avec la rétention. Enfin, Mathilde, ben voilà, on ne sait pas trop quelle est la valeur et le rôle du médecin de l'UMCRA. On parle de beaucoup de médecins, de l'UMCRA, du MOFI, enfin de l'unité médicale du centre de rétention, du médecin de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, et du médecin du COMED. Et peut-être, Olivier, si vous pouvez nous préciser un petit peu qui vous saisit quand vous dites que les collègues juristes vous posent des questions, comment ça se passe, et après vos avis, enfin, ils sont faits pour quoi? Peut-être pour éclairer un petit peu sur aussi cette articulation avec vous en tant que médecin.
Alors, il y a une partie, ça va être des avocats, des gens en fait, qui sont voilà, des gens en rétention qui peuvent avoir des avocats et qui vont nous demander. La grosse partie, c'est donc les collègues juristes de vos associations qui sont en centre de rétention et qui nous sollicitent, qui par mail, pour avoir une expertise, savoir si la personne pourrait remplir les conditions, en tout cas les critères de protection contre l'éloignement pour raison de santé. Donc on a une position, nous, pas de soignants, mais d'experts, d'expertise. C'est une expertise. L'expertise, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, hein. Expertise, c'est l'expérience. C'est une expertise qui peut être formelle, mais qui est euh, voilà, qui n'est pas officielle. C'est une expertise officieuse, on va dire, et formelle. Donc on est en position d'expertise, on donne notre avis. Après, euh, l'avis du médecin du COMED, eh ben, ça ne concerne que la personne qui va le lire, en fait, hein. Je veux dire, ça dépend entre qui, du juge, de la personne qui va le lire et de la valeur qu'il va lui donner, hein. Mais en soi, ça n'a pas de valeur légale réelle. Mais ça permet deux choses, moi je trouve. Ça permet à la fois d'essayer par tous les moyens et de continuer, si on peut, la protection contre l'animal, mais également un rôle d'observatoire important quand même, hein. Je pense qu'il faut qu'on continue à recenser toutes ces situations. Je ne sais pas si c'était la question. Je pense que c'est déjà des très bons éléments de réponse. Peut-être une question sur la... Enfin, vous avez affirmé qu'il peut avoir des certificats d'incompatibilité, mais pas de certificat de compatibilité avec la Oui, rétention. Est-ce oui. que vous pouvez développer cela? Alors, dans le code de déontologie médicale, le médecin doit toujours agir en faveur de son patient. C'est-à-dire qu'à la fois, s'il peut défendre en effet que la personne, en tout cas son état de santé, pense qu'il ne peut pas être enfin, être en rétention, mais par contre, il ne peut pas affirmer, il ne peut pas certifier que la personne, c'est dans le code de déontologie médicale, hein, ne peut pas, enfin, pas en l'état sur la rétention, mais en tout cas, il ne peut pas aller contre les droits de son patient, hein. En tant que médecin soignant, je parle, hein, je ne parle pas d'expert qui peut être voilà, un médecin soignant qui a la casquette de médecin soignant. On peut, que ce soit le médecin du CRA ou le médecin de l'établissement rattaché, les urgences ou tout ça, le médecin qui est aux urgences, à l'interne qui est aux urgences à 3 heures du matin parce que la police lui demande de faire ce certificat, il le fait parce qu'il ne connaît pas, mais en fait, il doit tout à fait s'abstenir de le faire. Il peut écrire que c'est incompatible, mais il ne peut pas écrire que c'est compatible. Le médecin doit toujours agir en faveur de son patient. Le médecin soignant. Merci pour cette précision. Et donc, on parle de médecins, mais la question se pose concernant les spécialisations, enfin les spécialistes dont les personnes retenues peuvent avoir besoin. Notamment, la question plus précisément porte sur les psychologues et les psychiatres qui peuvent intervenir dans les centres de rétention. Et donc, quelle est la possibilité d'une intervention de ces spécialistes auprès des personnes enfermées en centre de rétention? Question Là, peut-être plus ouverte je que vais juste à parler, Olivier. ouais, mes collègues qui sont en centre de rétention, parce que là, j'ai pas la main, moi, sur ce sujet. Bah, je peux peut-être faire un début de réponse au moins, puis si quelqu'un d'autre veut compléter, ce sera avec plaisir. Bah, comme je disais tout à l'heure, il y a l'instruction de 2022 qui prévoit la présence de psychologues dans les centres de rétention. En pratique, pour diverses raisons liées, a priori de ce qu'on entend, des unités médicales, à des questions de recrutement notamment ou à des questions budgétaires. C'est pas le cas partout et quand c'est le cas, c'est pas forcément le cas suffisamment, c'est-à-dire que souvent il y a un seul intervenant, quelques heures ou quelques demi-journées par semaine, alors que les besoins dans les centres de rétention peuvent être, enfin, en tout cas la demande peut être plus importante. Et après, enfin, quand le psychologue est là, se pose la question de comment mettre en place un suivi un contexte d'enfermement et dans un contexte où on n'a aucune idée de combien de temps la personne sera enfermée et quelle sera l'issue ensuite de sa rétention. Est-ce qu'elle sera libérée ou éloignée? Il y a aussi la question, de manière plus générale sur l'ensemble des soins, mais là aussi de l'interprétariat et de comment est-ce qu'on communique entre le médecin et le patient. Et après, pour les psychiatres, c'est autre chose. Pour le coup, c'est des rendez-vous qui pourraient avoir lieu à l'extérieur du centre de rétention. Et là, se posent d'autres questions de transport, d'escorte, etc., qui font que très souvent, les suivis médicaux vont être interrompus et que
les rendez-vous qui se feront ne seront que des rendez-vous extrêmement urgents pour lesquels l'administration n'a pas beaucoup de choix et pour lesquels les consultations sont organisées. Voilà. L'accès à des psychiatres est extrêmement compliqué depuis le centre de rétention. On le voit pour extraire des personnes et les présenter déjà à le rendez-vous qu'ils avaient avant d'arriver en CRA, c'est quasiment impossible. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que un mi-temps de psychologue dans un CRA doit justifier qu'on place des personnes psychologiquement fragiles? Est-ce que le discernement ne doit pas nous amener les administrations à éviter ces placements? Je disais tout à l'heure que nous sommes confrontés aujourd'hui à une réalité qui impacte toutes les personnes qui interviennent en rétention. Et donc, quand on dit ça, on n'est pas corporatiste. On ne parle pas de nous, associations qui recevons les personnes. On parle aussi bien des personnes de la police, aussi bien des autres intervenants et même le service médical qui n'est pas outillé aussi pour recevoir ces personnes. Le temps extrêmement réduit ne doit pas justifier un placement aussi important que nous constatons aujourd'hui de personnes psychologiquement fragiles. Ces personnes ont besoin en réalité d'une autre prise en charge qui ne se trouve pas en CRA et le centre de rétention ne doit pas être... aujourd'hui, on peut interpréter cette situation comme une garderie. On les met là, mais il n'y a pas le suivi nécessaire, il n'y a pas la prise en charge nécessaire dans ces lieux. Encore une fois, le temps extrêmement peanuts de la présence des psychologues et dans les lieux où ils sont, on va dire, ne doit pas justifier le placement aussi important que nous constatons aujourd'hui des personnes d'une très grande vulnérabilité. Non, et puis si je peux me permettre de compléter un peu les éléments d'Hassan, hein, qui sont tout à fait justes. Aujourd'hui, on a en France de manière générale un état de la psychiatrie ou de la psychologie absolument désastreux, hein, mais à l'image du service public hospitalier. Et en fait, il y a un peu un aspect et ça rejoint tout à fait ce qui était développé sur l'usage de la rétention détournée vers un usage sécuritaire et répressif. Aussi en termes de psychiatrie, il y a des gens qui souffrent de lourdes pathologies et faute de possibilités de prise en charge dans les services hospitaliers adéquats ou parce qu'ils ne relèvent pas de l'hospitalisation d'office mais une hospitalisation un peu intermédiaire, et ben faute de mieux, on va les mettre en rétention. Et même c'est un argumentaire qui est développé quelquefois par les préfectures et même suivi par certains GLD, euh, comme quoi en rétention au moins ils ont un suivi médical. Euh, mais on est face à des personnes en grande précarité, on ne sait pas où les mettre et au final on les met en rétention. Mais un peu à l'image de ce qui a pu se faire avec la prison pendant des années. Eh bien, merci à toutes et tous, et notamment pour ces précisions sur le placement en rétention des personnes vulnérables qui ne sont pas expliquées par la simple possibilité d'avoir accès à un psychologue ou un psychiatre, même si c'est peu le cas. Je vous propose de nous amener vers la conclusion, car il est temps. Et donc, je laisse la parole à Céline Guyot, qui est directrice de l'établissement ASFAM au sein du groupe SOS Solidarité. Oui, bonjour. Je vais faire court. Tout a été clairement énoncé et dit. Un grand merci à tous pour cette synthèse, cette vision nationale et cette parole interassociative qui est très importante en cette période éminemment politique. La rétention, ça devrait être la dernière mesure privative de liberté. Or, dans un contexte sécuritaire, la rétention, elle est régulièrement utilisée et détournée de son objet, et c'est l'objet de toutes les interventions que vous avez pu entendre, ce qui conduit donc à la carcéralisation de ce dispositif, et on le voit avec ces nouveaux centres de rétention qui émergent, ce mot utilisé dans les rapports du contrôleur des lieux privatifs de liberté. Ce n'est pas moi qui l'invente. Nous retenons aussi la dégradation du cadre légal de la rétention, de l'éloignement de façon plus générale, avec une loi très sécuritaire, cette loi du 26 janvier 2024, qui acte aussi pour beaucoup des pratiques qui existaient déjà
dans les centres de rétention sur 2023 ou les années précédentes. On retient aussi la dégradation des conditions de rétention et pour un objectif finalement qui questionne, moins de 17 000 placements en France métropolitaine, donc des placements, mais pour moins de 36% d'éloignement, donc une nette diminution des éloignements sur le territoire français. Donc, beaucoup plus d'enfermement, une volonté d'enfermer encore plus pour des résultats et un objectif peu atteint, et tout cela dans des conditions de rétention de plus en plus minimales. Un grand merci à Olivier pour son intervention et puis surtout un grand merci à Olivier et au Comed pour son soutien régulier toute l'année auprès de toutes les associations. C'est très important que cette parole interassociative, on la partage aussi avec tous ceux qui travaillent avec les étrangers qui sont placés dans les centres de rétention. La question du traitement administratif des personnes vulnérables et malades est majeure dans les centres de rétention, d'où toutes les questions que vous venez de poser et les réponses qui ont été apportées. Nous serons vigilants durant cette année à venir, entre autres avec la mise en œuvre de la loi du 26 janvier et vigilants sur tous les manquements aux droits fondamentaux que nous pourrions constater. Et je vous propose de lire le rapport qui a été édité et à l'année prochaine pour un nouveau rapport. Merci à tous.